Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Hossam Abdel Fattah. Vous êtes professeur d'analyse de discours. Bonsoir. Bonsoir. Là, comme on vient de suivre, l'Égypte est en train d'élaborer un plan global pour la reconstruction de Gaza sans le déplacement des Palestiniens. Votre commentaire sur la position de l'Égypte? Ça, c'est le contre-projet avancé par ici l'Égypte. Je dis contre-projet, ça veut dire contre le projet qui a été lancé par Trump et soutenu par Netanyahou. Et moi, je doute même que Trump soit vraiment l'auteur de ce projet. Il me semble aussi que c'était Netanyahou qui est derrière, après le projet. En tout cas, il y a toujours une discussion là-dessus. Mais enfin, c'est le projet présenté ici par le gouvernement égyptien, certainement avec la collaboration de la Jordanie. C'est que les deux pays, ou bien les pays arabes, se chargent en effet de la reconstruction. L'Égypte jouera le rôle principal dans la reconstruction de Gaza, tout en maintenant la présence des Palestiniens dans leur patrie, c'est-à-dire à Gaza. Or, certainement, on a entendu, c'est-à-dire que lors de l'interview, la rencontre entre Marco Rubio avec Netanyahou, une rencontre qui a eu lieu hier, et ici Marco Rubio considère que ici la proposition de Trump est une proposition très audacieuse et que Trump a l'intention en fait d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mise en œuvre de ce plan, c'est-à-dire mettre le contrôle sur le Gaza, c'est les États-Unis, et aussi rendre ou bien transformer Gaza en une sorte de Riviera. Voilà. Mais certainement, c'est pour cela le président égyptien a remis justement sa visite qui était prévue à Washington. Il a mis comme condition, il pourrait toujours participer à toute négociation à condition que le sujet ou le problème palestinien, le problème de Gaza, ne figure pas dans l'ordre du jour. Là, on va voir, c'est-à-dire qu'il y aura une rencontre prévue à Riyad le vendredi prochain, et puis après le sommet, qui à mon avis qui est un sommet très important, c'est qui acquiert une importance capitale, qui aura lieu le 27, parce que, en effet, pour faire face ici au projet de Trump, il faut que les pays arabes se mettent d'accord sur une solution, et puis après, ils mobilisent leurs cartes, leurs outils, leurs armes, et que maintenant, dont je crois vraiment qu'ils sont très importantes, vis-à-vis en fait de l'insistance de Trump. Là, il y a une unanimité dans les pays arabes de la région, bien sûr, contre le plan de Trump. Et normalement, voilà, on attend à ce que l'Égypte va élaborer un plan global pour la reconstruction de Gaza sans déplacer ou bien le déplacement des Palestiniens. Si jamais on présente un plan pareil, à votre avis, en tant qu'analyste, est-ce que c'est possible que les Américains et les Israéliens acceptent ce plan? Écoutez, c'est-à-dire je viens de rédiger un article qui sera publié à propos de ce sujet, et je pense que nous sommes en face en fait de rapport de force, c'est-à-dire une balance. On va voir. C'est-à-dire que d'un côté, Trump est quasi certain que les pays arabes ici se plieront à son projet. Or, certainement, c'est très discutable. C'est très discutable. Après ce qu'on a vu, en effet, une mobilisation totale, c'est-à-dire au niveau des gouvernements, au niveau aussi des peuples, c'est des citoyens dans tous les pays arabes, des manifestations. Certainement, c'est catégoriquement, ce projet est refusé. Alors maintenant, c'est que quelle serait la carte en fait que Trump pourrait jouer? Certainement, il a fait remarquer qu'il pourrait toujours couper toute assistance militaire et financière accordée à l'Égypte et la Jordanie. Ça, on l'a vu. Et même, d'après les dernières nouvelles, il a coupé une partie des assistances qui est destinée en Jordanie. C'est la raison pour laquelle la Jordanie vient de signer un contrat avec l'Union européenne afin de compenser en fait la perte. Enfin, mais la question qui se pose en fait, est-ce que Netanyahou, et je pense que, est-ce que Trump pourra se passer vraiment d'un allié stratégique tel que l'Égypte? Ça, j'en doute fort. J'en doute fort, en effet. Il est vrai que, par exemple, je vais vous donner un bon exemple. Il a décidé simplement d'imposer des droits de douane sur les importations, sur les exportations canadiennes envoyées aux États-Unis, aussi les exportations européennes.
vers les États-Unis. Mais certainement, il n'a pas fait de même pour les exportations égyptiennes. Donc, et puis après, c'est-à-dire que l'Égypte a été exceptée, en fait, lorsqu'il a dit il faut arrêter complètement toutes les assistances et aussi les aides américaines, l'Égypte, les Jordanies ont été acceptés. Bon, alors, ici, c'est que, comme je viens de dire, nous sommes en face d'un rapport de force. Pourquoi? Les pays arabes, quel type d'armes, en fait, qu'ils peuvent toujours utiliser? Nous avons d'un côté le pétrole, par exemple, l'Arabie Saoudite. Est-ce que les États-Unis, par exemple, peuvent à titre d'exemple ici, imposer ou bien une sorte punir l'Arabie Saoudite, par exemple, pour son attitude de refus total, justement, de déplacement des Palestiniens? Là, j'en doute fort. Écoutez, demain, il y aura ici une rencontre très historique entre l'émissaire américain et l'émissaire aussi russe à propos de la crise ukrainienne. Pourquoi on a choisi l'Arabie Saoudite? Parce que l'Arabie Saoudite, en fait, ici, tient une diplomatie très intelligente, perspicace. L'Arabie Saoudite a de bonnes relations avec la Russie, a de bonnes relations avec les États-Unis. L'Arabie Saoudite n'a pas suspendu, en fait, ici, les exportations à la Russie, n'a pas interdit les importations de la Russie lors de la guerre de l'Ukraine, comme les pays européens l'ont fait. Donc, et elle jouit, en fait, d'une station stratégique. Est-ce que Trump, vraiment, pourra ici se passer aussi de l'Arabie Saoudite en tant que puissance qui compte très profondément dans le monde arabe, et aussi l'Égypte. L'Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi, en fait, a appelé à la tenue d'un sommet exceptionnel afin justement d'exposer les cartes. C'est-à-dire, simplement, il est nécessaire que les pays arabes, en fait, adoptent un plan. Vous venez de dire que c'était unanime, les pays arabes sont unanimes. Or, hélas, vraiment, je viens d'entendre que si les Émirats, c'est une exception, parce que les Émirats, en fait, approuvent complètement le projet de Trump, hélas. Mais en tout cas, c'est que les pays arabes sont d'accord sur le refus total de déplacement des Palestiniens et que Trump ne pourra rien faire. C'est-à-dire que les pays arabes sont toujours disposés en fait à vivre en comptant sur eux-mêmes sans les assistances américaines et qu'on va voir peut-être qu'est-ce qu'il peut faire ici Trump. Est-ce qu'il pourra par exemple, à titre d'exemple, user de son influence auprès des institutions financières, à titre d'exemple, pour simplement mettre fin à l'obtention par exemple par l'Égypte des emprunts ou bien des assistances financières accordées par le Fonds monétaire international. Ça, on va voir, mais l'Égypte toujours a bien étudié tous les scénarios éventuels. Normalement, oui. Alors, après toutes ces explications, qu'attendez-vous du sommet de Riyad le 20 et du sommet arabe le 27? Enfin, le sommet, d'abord, c'est-à-dire, moi, je compte plutôt sur le 27 Riyad, en effet, parce qu'il y a les 4 pays qui jouent le rôle fondamental, en fait, dans cette crise. C'est l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie Saoudite et Qatar. Oui. Et qui sont eux qui vont se réunir simplement, et surtout, je pense que la réunion portera sur la phase, en fait, c'est-à-dire actuellement... Il y a les pays du Golfe, tous les pays du Golfe vont participer. On vient d'apprendre ça et ça sera le 20 et non le 19. Ah bon? Ouais. De toute manière, c'est le 25, l'accent sera mis sur l'échange d'abord des otages, c'est les otages contre les prisonniers palestiniens, et la deuxième phase qui est la plus importante. Actuellement, on n'a pas encore commencé la deuxième phase, et que tout le monde se pose la question, comment va se dérouler? Or, on a vu Israël, ayant pris l'habitude simplement de rompre ici l'accord, parce jusqu'à maintenant, on voit des opérations militaires ou menées par les Israéliens contre ici différentes régions de la Cisjordanie et de Gaza. Oui. Donc, et Hamas a menacé en fait d'arrêter complètement ici les négociations et aussi de renoncer aux négociations, à l'accord, si Israël continue en fait à ces violations. Oui. Là, que pensez-vous de la position de la communauté internationale en général et surtout la position de l'Europe? C'est-à-dire la plupart des pays européens ont déclaré leur refus du plan de Trump.
Écoutez, Monsieur Achraf, en effet, c'est vrai que, enfin, bien que la communauté internationale, et surtout quand on parle ici de l'Europe, est ici simplement très indignée contre l'attitude de Trump, par exemple, il est indigné parce que l'Europe les pays européens ont été exclus des négociations, par exemple, entre ici la Russie et les États-Unis à propos du destin de l'Ukraine, à titre d'exemple, et l'Europe toujours indignée contre aussi le plan ou le projet de Trump pour déplacer les Palestiniens, c'est-à-dire de connivence avec Netanyahou. Là, bien sûr, c'est une opinion. L'Europe joue un rôle important dans la formation de l'opinion. Mais en réalité, nous sommes en présence en fait d'un vieux continent ou bien d'un vieil homme malade, l'Europe. L'Europe, en fait, se contente de lancer des déclarations, de lancer des cris pour exprimer l'indignation, mais sur le terrain ne peut rien faire. Alors, écoutez, lorsque Trump, par exemple, a renoncé ici à soutenir ou bien l'OTAN ou bien envoyer ici le quota des États-Unis pour l'Alliance américaine, là vraiment, et l'Europe, en fait, compte trop sur les assistances américaines. Et maintenant, l'Europe va s'ouvrir énormément, parce que ici, au niveau du budget, à titre d'exemple, et que l'Europe, c'est pour cela, il y a un sommet, je pense aujourd'hui ou demain, ici à Paris, pour que les pays européens cherchent vraiment, étudient la situation et pour prendre une décision unanime afin justement de faire face à cette nouvelle situation inattendue. L'Europe était dans le coma, M. Achraf. Oui. Et maintenant, elle vient de se réveiller parce qu'elle vient de recevoir un coup terrible, un coup fatal de Trump. Mais est-ce que, même si la position est neutre, comme vous venez de dire, mais est-ce que ça ne représente pas vraiment une pression côte à côte de la pression des pays arabes, je veux dire? C'est-à-dire, oui, bien sûr. Sur le plan moral, oui. Sur le plan moral, et que je pense que l'Europe je pense qu'aussi, il y a un grand rôle que l'Europe a à jouer, en effet, parce que vous savez que ici la menace est lancée par Trump, c'est-à-dire couper complètement les assistances, les besoins. Là, dans ce cas, c'est l'Europe qui pourra, ici, jouer un rôle très important, c'est-à-dire avec les pays du monde arabe, à titre d'exemple, afin de compenser en fait les pertes que les pays arabes pourraient toujours essuyer à cause de la décision éventuelle ici de Trump de couper les assistances. Parce que toujours, ça c'est vraiment la punition en fait que Trump entend en fait appliquer si par exemple les pays arabes refusent le déplacement des Palestiniens. Alors dans ce cas, l'Europe pourra jouer un rôle très important en tant que partenaire avec l'Égypte, par exemple, avec la Jordanie, comme on a vu entre la Jordanie et l'Europe, et que la Jordanie vient de, comme je viens de dire, signer une convention avec l'Europe pour compenser un petit peu ici la partie de pertes essuyées par la Jordanie à la suite de la décision de Trump. Je vous remercie beaucoup, Dr Hassam Abdel Fattah. Je rappelle que vous êtes professeur d'analyse de discours. Alors, vous avez parlé du plan égyptien attendu pour la reconstruction de Gaza sans le déplacement des Palestiniens, la position des pays arabes. Qu'attendez-nous des sommets de Riyad qui se tiendra le 20, du sommet arabe le 27 et de la position européenne concernant ce sujet, la position arabe bien sûr contre ce sujet. On passe à un autre sujet, mais c'est concernant toujours Gaza à l'approche du mois sacré du Ramadan. Et conformément aux directives du président de la République, l'Égypte lance le plus grand convoi d'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Le plus grand convoi est le fruit d'une coopération entre le ministère du Développement local, des différents gouvernorats, avec la contribution des hommes d'affaires, du secteur privé et des organisations des sociétés civiles.
Le fonds Tahia Misr, où vive l'Égypte, a donné dimanche le coup d'envoi au plus grand convoi d'aide humanitaire à destination de Gaza. Le convoi compte 460 camions transportant plus de 7200 tonnes d'aide alimentaire et des fournitures médicales, et ce, à l'occasion du mois de Ramadan. Lancé conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le convoi est le fruit d'une coopération entre le ministère du Développement local et les différents gouvernorats, avec la contribution des hommes d'affaires, du secteur privé et des organisations de la société civile. Nous voulons assurer la fourniture des médicaments à la population de Gaza. Le convoi transporte aussi des produits alimentaires de base, selon le directeur exécutif du fonds Tahia Misr. Le fonds envisage d'organiser plusieurs autres convois. Ceux-ci seront lancés en 3 phases avec à chaque fois la contribution d'un certain nombre de gouvernorats. Le convoi vise à répondre aux besoins de nos frères palestiniens qui ont perdu leurs maisons et leurs biens à cause de la guerre. L'aide comprend de grandes quantités de tentes et de vêtements d'hiver ainsi que du matériel de secours et des objets d'hygiène personnelle. Les contributions financières peuvent être envoyées sur le compte 037037 dans toutes les banques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Égypte et via le site internet du fonds. Durant le seul mois de janvier 2025, 305 camions transportant plus de 4200 tonnes d'aide et 11 ambulances ont été envoyés à Gaza par le fonds Tahia Misr. En 2024, 507 camions chargés de plus de 8000 tonnes d'aide humanitaire et 2 ambulances avaient été envoyées dans l'enclave palestinienne. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Très très bonne soirée. Au revoir.